Quel est le coût de l'erreur d'un seul commandant, si le destin de tout un État est en jeu? Les auteurs antiques écrivaient qu'à l'automne de la deuxième année avant le siècle zéro, près des rives du fleuve Rhône, Rome perdit un tel nombre d'hommes que même des décennies plus tard, le Sénat évitait de nommer les chiffres exacts à voix haute. Mais il était mentionné dans les œuvres de Tite-Live. Des dizaines de milliers de soldats disparurent en un seul jour, comme si quelqu'un avait arraché le couvercle d'un volcan enseveli sous terre et avait libéré la fureur des Cimbres. Dès lors se pose la première question inquiétante. Comment une armée, ayant fait l'école des guerres puniques, a-t-elle pu permettre une catastrophe que les Romains qualifieraient plus tard de pire que la bataille de Cannes? Et pourquoi cette tragédie résonne-t-elle encore comme un avertissement pour quiconque est certain de l'infaillibilité de sa propre force? Ces tribus germaniques se déplaçaient le long de la Gaule, à l'image d'une crue emportant tout sur son passage. Les historiens écrivaient qu'une division régnait dans les rangs de Rome. Deux commandants suprêmes ne pouvaient se partager les pouvoirs, et cette blessure administrative palpitait directement au cœur de l'armée. La notion importante de l'époque devint le duumvirat, c'est-à-dire le commandement conjoint de deux chefs égaux. Mais l'égalité sur papier se transformait en ulcère sur le champ de bataille, lorsque les ambitions personnelles primaient sur la décision commune. Il semble que même les meilleures colonnes de combat ne pouvaient supporter la pression de l'ego humain. La scène de cette époque aurait pu rappeler une arène chauffée par le soleil. Les étendards romains pendaient immobiles, comme s'ils ne comprenaient pas quelle tempête arrivait du nord. Le camp se tenait trop près de la rivière. La terre sous les pieds était humide, et il semblait que le sol lui-même tentait de retenir les légionnaires, les empêchant d'occuper des positions avantageuses. Tite-Live signalait une insouciance suspecte, comme si personne ne voulait être le premier à admettre que les Cimbres n'étaient pas une foule de brigands, mais une masse énorme de personnes en quête de nouvelles terres. Les rivières sentaient la vase, l'air, le métal humide des armes, et au-dessus de tout ce silence, planait une angoisse comparable à l'attente du coup final dans un match de boxe. Vous regardez ces lignes antiques et vous vous demandez involontairement « Qu'est-ce qui ruine le plus une armée? L'épée de l'ennemi ou l'orgueil de ses propres commandants ?» La réponse est encore à venir, et elle frappera non moins fort que le mouvement des Cimbres qui a commencé vers le camp romain. Avant que le premier cri de guerre des Cimbres ne résonne dans la matinée humide près d'Arausio, les Romains se noyaient déjà dans leurs propres erreurs. Les auteurs antiques écrivaient que les camps des deux commandants romains se tenaient séparément, comme si un abîme s'était creusé entre eux, que ni les ordres ni la menace commune ne pouvaient combler. Sur une rive, les forces du proconsul Quintus Servilius Scipio, sur l'autre, l'armée du tribun de la plèbe Cnaeus Mallius Maximus. Selon Tite-Live, c'est ici que la faiblesse mortelle se révéla. Les deux généraux agissaient comme des gladiateurs rivaux, et non comme des alliés. Ce n'était pas une petite querelle, c'était une fissure par laquelle la perdition s'infiltrait déjà dans l'armée romaine. Parmi les notions clés de cette époque, le terme auxilia, les troupes alliées, que les Romains recrutaient auprès des tribus voisines, devint particulièrement important. Ces guerriers étaient quelque chose comme des contractuels modernes. Pas des citoyens, mais des professionnels intégrés au système de combat. Ils auraient pu être un avantage, mais seulement si les commandants travaillaient ensemble. Or, à Arosio, les auxiliats se tenaient entre les deux camps, tels des enfants dans une famille où les parents sont sur le point de se disputer. Personne ne savait quel ordre attendre et à qui obéir au moment crucial. Imaginez, non comme une instruction à suivre, mais comme une image. Deux immenses feux de camp, brûlant côte à côte, mais dont la flamme ne se réchauffe pas mutuellement. Telle était l'apparence de la coalition romaine. Le camp de Caepio ressemblait à une forteresse de pierre, où les légats et les centurions
chuchotaient leur mépris pour le nouveau commandant. Et le camp de Mallius était comme une bête blessée. Ils voyaient la puissance des Cimbres, voyaient leur lente vague qui déferlait sur la Gaule, et exigeaient de la prudence. Mais la prudence est un luxe que deux commandants orgueilleux ne pouvaient se permettre. L'équipement d'un légionnaire à cette époque pesait environ 25 kilogrammes. Bouclier, cuirasse, javelot de lancer, épée, ration. Tite-Live écrivait que pendant les marches, les soldats transpiraient si abondamment que la peau sous les armures prenait la couleur de l'argile humide. Et tout ce fardeau devenait encore plus lourd lorsque le légionnaire voyait ses commandants ne même pas essayer de coordonner leurs forces. Se tenir sous les étendards, quand la formation elle-même est déchirée par les ambitions, revient à écouter deux signaux contradictoires simultanément. Où aller? Où regarder? Vers qui se tourner pour un ordre? Les convois romains s'étendaient sur de nombreux kilomètres. Le besoin de l'armée en céréales, en eau et en fourrage était énorme. Le spectateur moderne peut imaginer cela comme la logistique d'un grand événement sportif, à la seule différence que les participants portent des armes et que l'échec se paie non par une amende, mais par la vie. Les historiens écrivaient que les chaînes d'approvisionnement étaient épuisées et qu'une partie du ravitaillement était même restée bloquée en chemin. Cela signifiait que les soldats mangeaient moins que la normale, et un légionnaire affamé est un mauvais combattant. Vous commencez à sentir comment une étincelle jetée en l'air peut devenir un incendie. Ces jours-là, les Cimbres se rapprochaient déjà. Leur convoi, selon les auteurs, s'étendait comme une ville en mouvement. Les fouilles archéologiques en Gaule révèlent de rares traces de roues massives et d'ornières profondes, comme si de lourds chariots avaient labouré la terre. Ces traces donnent de la réalité au fait que les Romains voyaient devant eux non pas un rassemblement sauvage, mais un immense flux de personnes capables de tout broyer sur son passage. Et pourtant, Caepio continuait d'insister. L'ennemi serait balayé dès qu'il voudrait attaquer le premier. C'était la confiance d'un homme qui craignait plus de perdre son autorité que des milliers de vies. Le soleil déclinait, et les trompettes romaines sonnaient des signaux qui confondaient l'armée plus qu'ils ne la liaient. Vous regardez ce moment historique, et vous sentez involontairement quelque chose se contracter à l'intérieur, comme si vous observiez deux voitures fonçant l'une vers l'autre et que vous compreniez que la collision est inévitable. Et pendant que les Cimbres modifiaient l'ordre de leurs colonnes, se préparant à une progression ultérieure, les Romains ne pouvaient toujours pas décider qui donnerait l'ordre principal, lorsque le premier cri retentirait enfin du nord. Le matin où commença le mouvement des Cimbres vers les positions romaines fut décrit comme froid, comme si la météo elle-même avait décidé de rappeler la détermination glaciale des tribus du Nord. Les auteurs antiques écrivaient « Les Cimbres s'approchèrent d'Arosio en colonnes serrées, couvrant l'horizon telle une immense muraille. Leurs guerriers se déplaçaient lentement, mais non par peur. C'était le mouvement de gens confiants dans leur nombre. » Tite-Live notait que les éclaireurs romains virent pour la première fois non pas des détachements isolés, mais une masse d'où émanait un grondement à peine perceptible, tel un lointain tonnerre. Mais les Romains ne se précipitèrent pas au combat. Ils se précipitèrent dans la dispute. La notion principale de cette étape devint le mot contubernium. Un petit groupe de légionnaires, quelque chose comme un équipage moderne, vivant, s'entraînant et combattant ensemble. Ce groupe de 8 soldats était la cellule minimale de l'armée romaine. Et c'est précisément à cette échelle que l'on voit le mieux ce qui arrive à une armée lorsque des ordres contradictoires sont lancés d'en haut. À l'intérieur du contubernium, l'ordre fleurissait, mais autour, le chaos. Certains centurions criaient de se préparer à la formation, d'autres ordonnaient d'attendre l'ordre de Mallius. Les trompettes de signalisation sonnaient, comme dans un orchestre où chaque musicien joue sa propre mélodie. La scène de cette matinée peut être imaginée comme deux immenses fourmilières se heurtant l'une à l'autre. Dans l'une
bouillonnait l'énergie des cimbres, puissante, brute, lourde. Dans l'autre, l'armée romaine, construite sur la discipline, mais fracturée par les ambitions humaines. Les légionnaires se tenaient dans la poussière, son goût atteignait la langue, se mêlant à la saveur métallique de l'anxiété. L'herbe sous leurs pieds était humide de la rosée nocturne, mais pour une raison quelconque, elle semblait sèche, comme de la poudre, à tel point tout était tendu autour. Lorsque les cimbres se rapprochèrent dangereusement, Mallius envoya une requête à Képio pour unir leurs forces et établir une formation commune. Tite-Live écrivait que la réponse de Képio fut froide, comme un coup du revers de l'épée. Il refusa. De plus, il avança sa partie de l'armée, espérant frapper l'ennemi le premier et s'attribuer toute la gloire. Imaginez non pas une image, mais une sensation. Comme si quelqu'un décidait de sauter dans l'océan en pleine tempête pour prouver qu'il est le meilleur nageur, alors que les autres n'ont même pas encore eu le temps de descendre vers l'eau. La colonne de marche de Képio s'étira. Les légionnaires, chargés de cuirasses, de boucliers et de rations de combat, se déplaçaient sur un terrain accidenté, où chaque pierre s'accrochait aux semelles des sandales. L'homme moderne peut imaginer cela comme une tentative d'accélérer en équipement complet sur un terrain de football jonché de trous. À chaque pas, non seulement le dos se fatiguait, mais aussi la volonté. Et devant, les cris des cimbres commençaient déjà à se faire entendre. Les historiens notent, à ce moment, les Romains virent de près pour la première fois les chariots massifs des cimbres, des lignes entières fortifiées de chars qui se déplaçaient avec la tribu. Les découvertes archéologiques confirment qu'il s'agissait de lourdes constructions en bois avec des fixations métalliques, laissant de profondes traces dans le sol. Ces chariots pouvaient créer un écran, un abri et un lieu pour la famille, tout à la fois. Pour les Romains, ils devinrent le symbole du fait qu'ils n'affrontaient pas seulement des guerriers, mais tout un peuple, immense et affamé de terre. La poussière s'élevait à chaque pas, l'air tremblait, et tout autour semblait dire « Encore un instant, et le combat commencera ». Mais le principal était déjà arrivé. L'armée romaine fut divisée non par l'épée, mais par l'amour-propre. Et lorsque Képio avança, et que Mallius retint ses troupes sur place, un abîme se forma entre eux. Exactement au moment où les cimbres alignaient leurs premières lignes offensives. Cet abîme était plus profond que n'importe quelle tranchée, et devint l'un de ces premiers coups cachés qui sont rarement visibles sur les cartes, mais qui détruisent les armées bien avant les premières pertes. Le moment où les deux armées se heurtèrent finalement fut décrit comme un coup de foudre dans une forêt sombre. Soudain, aveuglant, déchirant l'air. Les auteurs antiques écrivaient que les cimbres s'abattirent sur les forces avancées de Képio avec une force qui renversa la formation dès les premières secondes. Tite-Live notait « Les Romains n'eurent même pas le temps de terminer leur formation lorsque la vague de guerriers germains, dense et furieuse, frappa les lignes à moitié préparées. Selon diverses sources, tout se déroula si rapidement que certaines centuries ne purent même pas déployer leurs boucliers. Mais le plus important, Mallius n'était toujours pas entré dans la bataille. Ses troupes se tenaient de l'autre côté de la rivière, observant la moitié de la force romaine périr. Le terme central de cette étape devint le mont Sinium, l'enseigne de combat, le point de repère sacré que le légionnaire regardait même au milieu du chaos. C'était leur boussole, leur phare. Perdre le Sinium était considéré comme une honte plus lourde que la mort elle-même. Mais pendant l'attaque soudaine des cimbres, de nombreux Sinium s'effondrèrent au sol, cachés par la poussière et les corps. La perte de repères privait des unités entières de leur capacité à agir comme une machine unique, et elles se transformaient en îlots isolés d'hommes qui tentaient simplement de survivre.
L'image de ce moment, la ligne romaine ressemblant à un bouclier fissuré, au début, la fissure est petite, à peine visible. Puis le craquement devient plus fort, plus large. Et finalement, l'armure éclate sous le coup, laissant passer l'eau ou le feu. C'est ainsi que la formation de Caepio se fissura. Les cimbres, armés de longues lances, comme des baïonnettes, frappaient la ligne romaine, tels des forgerons sur du fer chauffé au rouge. Leurs cris étaient lourds et bas, comme le rugissement du ressac contre les rochers. Et chaque coup sur un bouclier résonnait comme si quelqu'un jetait des pierres dans un puits vide. Lorsque la première ligne romaine s'effondra, la terre sous les pieds se transforma en une bouillie. La boue se mélangeait au sang, comme de la peinture épaissie. Les légionnaires, chargés de plus de 20 kilogrammes d'équipement, s'enlisaient dans cette fange. Tite-Live écrivait que beaucoup mouraient non pas de blessures, mais d'impuissance. Ils tombaient, ne pouvaient se relever, et la vague suivante de guerriers s'abattait sur eux. Plusieurs historiens modernes notent: si Caepio avait attendu l'unification, ce coup aurait pu être absorbé. Mais maintenant, son armée ressemblait à des centaines de petites unités, chacune se battant pour sa propre vie et non pour la cause commune. Et à ce moment, Mallius, voyant la catastrophe, tenta de faire traverser une partie de ses forces par la rivière. Mais le Rhône était large et tumultueux à cet endroit, et son courant était étrangement fort. Les données archéologiques montrent que le lit à cet endroit était plus profond qu'on ne le pensait auparavant. Les guerriers descendant vers l'eau risquaient de se noyer avant même de voir l'ennemi. Et pourtant, les tribuns leur criaient d'avancer. La panique submergea le bon sens. Les cris des deux rives se mêlaient, se transformant en un grondement qu'il était impossible de distinguer. Pendant ce temps, les cimbres intensifiaient leur pression. Les chariots de bois, à partir desquels ils créaient des anneaux défensifs, commencèrent à se rapprocher. Cela donnait l'impression que la terre elle-même se soulevait et se déplaçait. Les lignes de chariots formèrent un mur, derrière lequel se tenaient de nouvelles colonnes de guerriers. Pour les Romains, c'était comme voir que l'ennemi disposait d'une réserve infinie, une mer d'hommes qui ne s'arrêtait jamais. La déroute de Caepio devint évidente en l'espace de quelques minutes. Les auteurs antiques écrivaient que ses troupes se mirent en fuite. Mais il n'y avait nulle part où courir. Devant, les cimbres. Sur le flanc, la rivière tumultueuse. Derrière, l'armée divisée de Mallius, qui se noyait elle-même dans ses propres ordres. L'instant même où plusieurs milliers de légionnaires tentaient de percer vers les leurs ressemblait à la compression d'un ressort. Plus les cimbres pressaient fort, plus les Romains se serraient, et plus vite leurs rangs se brisaient. Ce chaos n'était pas seulement une défaite, ce fut l'instant même après lequel toute la confiance antérieure de la grande puissance commence à s'effondrer. Et alors que la poussière de la bataille n'avait pas encore eu le temps de se déposer, et que les cris des blessés continuaient de planer dans l'air, il devint clair. C'était maintenant au tour de Mallius, avec toutes ses troupes, de subir le coup qui avait déjà détruit la moitié de la puissance romaine. Lorsque les dernières unités survivantes de Caepio se replièrent, la bataille n'était pas terminée. Elle ne faisait que changer de direction. Comme un incendie de forêt qui, après avoir brûlé un côté de la colline, se tourne maintenant vers la suivante. Les auteurs antiques écrivaient que la destruction du flanc gauche romain fut si rapide que dans le camp de Mallius, on ne comprit même pas immédiatement l'ampleur de la catastrophe. Mais lorsque les légionnaires en fuite, suppliciés, blessés, couverts de sang et de poussière, commencèrent à affluer vers leur position, il devint clair. Les cimbres avaient franchi le premier barrage et continuaient maintenant, balayant tous ceux qui se trouvaient sur leur chemin.
Tite-Live notait que ce fut ce rare moment où la discipline romaine céda à la peur. Une peur qui ne menait plus des hommes, mais des ombres. Le nouveau terme clé ici est aguerre, le rempart de terre qui protégeait les camps romains. La guerre était quelque chose comme un mur de béton moderne autour d'un site stratégique. De hauts talus, renforcés de bois, créaient une ligne que l'ennemi devait franchir. Habituellement, la guerre donnait du temps aux Romains, le temps de se former, de se rassembler, de se préparer. Mais maintenant il devint non pas une défense, mais un piège. D'énormes masses de soldats fuyant les Cimbres se pressaient contre le rempart, n'arrivant pas à grimper, et formaient un mur vivant de désespoir. L'image de ce moment, une foule qui tente de sortir d'une pièce en feu par une seule porte. Les gens se poussent, tombent, perdent leurs boucliers et leurs épées, et la vague de panique pousse de plus en plus fort. Le camp romain de Mallius devenait précisément une telle pièce, et les cris des légionnaires étaient comme le craquement des poutres en feu. Ils tentaient à la hâte de former une ligne, mais construire une formation sous la pression des fuyards revient à essayer de maintenir une forme faite de sable mouillé pendant la marée. À l'intérieur du camp, l'activité bouillonnait. Les tribuns criaient pour la formation. Les centurions frappaient les boucliers avec le revers de leurs bâtons, essayant de ramener les soldats à l'ordre. Mais le temps, ce même temps que les Romains avaient toujours considéré comme leur allié, devint leur ennemi. Les Cimbres, selon les auteurs, ne se déplaçaient plus en murs denses, mais en un large torrent, comme une rivière après une averse, balayant ponts et gués. Leur premier coup frappa le bord est du camp, et le choc fut d'une telle force que certaines fortifications en bois s'effondrèrent immédiatement, comme si elles avaient été faites d'herbe humide. Les fouilles archéologiques sur le lieu présumé de la bataille montrent des traces d'un violent incendie. Des fibres de bois carbonisées, du charbon, des signes de destruction des remparts. Cela renforce le dramatisme des descriptions des historiens antiques. Les Cimbres purent incendier une partie des fortifications romaines pour intensifier le chaos. Pour les Romains, ce fut comme un coup de fumée dans les yeux. Le vent poussait les cendres vers le camp. Les légionnaires toussaient, perdaient leurs repères, et surtout, n'entendaient pas les trompettes de signalisation qui se noyaient dans le rugissement des flammes et des cris. Mallius tenta d'organiser la défense, mais ses troupes, bien que plus fraîches que les forces de Caepio, se retrouvèrent sous la même pression. Tite-Live écrivait que les Romains tentèrent de se former en coin pour percer un couloir de retraite. Mais le coin est une forme qui exige discipline et pas ferme. Or, les pieds des légionnaires glissaient dans la boue. Les boucliers collaient aux mains. La respiration était déchirée. Le coin ne se forma jamais. Il se désintégra avant même d'avoir pu avancer. Le combat se transforma en une horreur qu'on ne peut nommer autrement. Ce n'était pas une bataille d'armée, mais la pression des éléments sur des hommes. Les Cimbres avançaient telles d'immenses ombres, chacune portant une lance de la taille d'un homme. Les coups venaient d'en haut, d'en bas, de côté. Les Romains tentaient de lever leurs boucliers au-dessus de leur tête, mais leurs bras tremblaient de faiblesse. Beaucoup choisirent la mort au combat, plutôt que d'être piétinés. Et tout cela se déroulait sur fond d'effondrement des structures du camp. Le bois craquait, les talus de terre s'effritaient, comme si la terre elle-même refusait d'être le champ de ce massacre. Et alors, le pire se produisit. La retraite se transforma en une fuite animale. Tite-Live écrivait que les légionnaires se poussaient les uns les autres vers la rivière, espérant nager jusqu'à l'autre rive. Mais le Rhône était profond et rapide, et beaucoup se noyaient sous le poids de leurs armures. Les gens s'accrochaient à des boucliers, à des lances, à n'importe quel débris, comme à des troncs d'arbres, pendant une inondation. Mais le courant arrachait leurs prises, et l'eau devenait noire de boue et de sang.
À cet instant, il devint clair. La défaite ne pouvait plus être arrêtée. Et pourtant, c'est précisément là que naît la question qui ne nous quitte pas jusqu'à la fin de l'histoire. Qu'arrive-t-il à une armée lorsque ce n'est pas la ligne de défense qui s'effondre, mais la volonté? La réponse sera dans le dernier acte de cette tragédie, où il faudra voir non seulement la mort, mais aussi ce qu'il advint de Rome après cet automne noir. Lorsque le soleil commença à décliner vers l'horizon, colorant le champ de teintes rouge-or, la bataille d'Arosio se transforma d'une déroute en une annihilation, presque rituelle dans sa cruauté. Les auteurs antiques s'accordent sur un point. Rome n'avait jamais connu une catastrophe d'une telle ampleur, et ne la revivrait plus pendant longtemps. Selon les estimations les plus cruantes, jusqu'à 80 000 soldats romains et autant d'alliés périrent. Ce chiffre a toujours semblé presque irréel, trop grand même pour les standards de l'histoire. Mais l'archéologie et la comparaison des sources confirment un fait principal. Un nombre incroyablement élevé de personnes est mort. Pour comprendre ce qui se passait dans les dernières heures de la bataille, il faut imaginer deux événements se déroulant simultanément. Le premier est le massacre final sur le site du camp de Mallius. Le second est la fuite panique de dizaines de milliers de personnes qui tentaient de s'échapper vers le sud, vers la rivière, vers n'importe quel endroit où se cacher. C'est dans cette fuite que s'est manifesté le trait paradoxal des catastrophes de masse. Lorsque le système s'effondre, il s'effondre immédiatement, complètement, sans étape de transition. Et chaque chaîne prend le caractère d'un domino. Pour les commentateurs de l'Antiquité, Arausio devint une sorte de miroir dans lequel se reflétait toute la fragilité de la machine militaire romaine. Car formellement, les Romains avaient la supériorité numérique. Leur camp était fortifié, leurs armes surpassaient celles des barbares. Mais aucun avantage n'a fonctionné, car le fondement s'était brisé. La coordination et la confiance des commandants les uns envers les autres. Dans ce contexte, les Cimbres et les Teutons unis ne semblaient pas être une horde de barbares, mais une force unique, se déplaçant avec une détermination étrange, presque effrayante. Dans les dernières lignes de ces descriptions, Tite Live mentionnait des scènes que l'imagination moderne a du mal à supporter. Les légionnaires, piégés entre le rempart du camp et la pression croissante de l'ennemi, tentaient de soulever leur centurion blessé afin qu'il puisse commander. Mais le Rhône était profond et rapide, et beaucoup se noyaient sous le poids de leurs armures. Les gens s'accrochaient à des boucliers, à des lances, à n'importe quel débris, comme à des troncs d'arbres, pendant une inondation. Mais le courant arrachait leur prise, et l'eau devenait noire de boue et de sang. À cet instant, il devint clair. La défaite ne pouvait plus être arrêtée. Et pourtant, c'est précisément là que naît la question qui ne nous quitte pas jusqu'à la fin de l'histoire. Qu'arrive-t-il à une armée lorsque ce n'est pas la ligne de défense qui s'effondre, mais la volonté? La réponse sera dans le dernier acte de cette tragédie, où il faudra voir non seulement la mort, mais aussi ce qu'il advint de Rome après cet automne noir. Lorsque le soleil commença à décliner vers l'horizon, colorant le champ de teintes rouge-or, la bataille d'Arosio se transforma d'une déroute en une annihilation, presque rituelle dans sa cruauté. Les auteurs antiques s'accordent sur un point. Rome n'avait jamais connu une catastrophe d'une telle ampleur, et ne la revivrait plus pendant longtemps. Selon les estimations les plus courantes, jusqu'à 80 000 soldats romains et autant d'alliés périrent. Ce chiffre a toujours semblé presque irréel, trop grand même pour les standards de l'histoire. Mais l'archéologie et la comparaison des sources confirment un fait principal. Un nombre incroyablement élevé de personnes est mort. Pour comprendre ce qui se passait dans les dernières heures de la bataille, il faut imaginer deux événements se déroulant simultanément. Le premier est le massacre final sur le site du camp de Mallius. Le second est la fuite panique de dizaines de milliers de personnes qui tentaient de s'échapper vers le sud, vers la rivière,
vers n'importe quel endroit où se cacher. C'est dans cette fuite que s'est manifesté le trait paradoxal des catastrophes de masse. Lorsque le système s'effondre, il s'effondre immédiatement, complètement, sans étape de transition. Et chaque chaîne prend le caractère d'un domino. Pour les commentateurs de l'Antiquité, Arosio devint une sorte de miroir, dans lequel se reflétait toute la fragilité de la machine militaire romaine. Car formellement, les Romains avaient la supériorité numérique. Leur camp était fortifié, leurs armes surpassaient celles des barbares. Mais aucun avantage n'a fonctionné, car le fondement s'était brisé. La coordination et la confiance des commandants les uns envers les autres. Dans ce contexte, les Cimbres et les Teutons hunains ne semblaient pas être une horde de barbares, mais une force unique, se déplaçant avec une détermination étrange, presque effrayante. Dans les dernières lignes de ces descriptions, Tite Live mentionnait des scènes que l'imagination moderne a du mal à supporter. Les légionnaires, piégés entre le rempart du camp et la pression croissante de l'ennemi, tentaient de soulever leur centurion blessé afin qu'il puisse commander. Mais les ordres n'avaient plus de sens. Chaque homme se battait seulement pour que sa prochaine inspiration ne soit pas la dernière. Certains jetaient leurs boucliers et enlevaient leurs casques pour respirer plus facilement. Mais c'est précisément ce qui les rendait vulnérables. Les lances cimbres trouvaient des coups non protégés. En même temps, les masses fuyant vers la rivière se transformaient en un flux dispersé, rappelant de véritables phénomènes naturels. Est-ce qu'une masse humaine peut se déplacer comme de la lave? Oui, quand la panique devient le moteur principal. Les gens marchaient, tombaient, se grimpaient les uns sur les autres, s'accrochaient à n'importe quel saillie. Mais la terre sous leurs pieds se transformait en une bouillie d'argile détrempée et de sang. Par endroits, les pieds s'enfonçaient jusqu'aux chevilles. Par endroits, jusqu'aux genoux. C'était un mouvement dans un espace visqueux, où chaque pas était le prix de la mort d'autrui. La rupture de la cavalerie romaine fut la partie particulièrement tragique du dernier acte. Les cavaliers auraient pu battre en retraite de manière organisée, mais la route était encombrée par l'infanterie en fuite, et les chevaux refusaient d'avancer, se cabraient, tombaient, se brisaient les jambes. Les officiers de cavalerie, qui devaient servir d'exemple de bravoure, furent contraints d'abandonner leur selle et de se frayer un chemin à pied, se perdant dans la masse générale des soldats. De nombreuses découvertes d'étriers de cheval brisés et de harnais endommagés confirment que la cavalerie périt non pas au combat, mais précisément dans le chaos de la fuite. Étonnamment, même dans une telle situation, les Romains ne cessèrent pas d'être Romains. Des mentions subsistent de petits groupes de légionnaires qui, bien qu'entièrement encerclés, tentaient toujours de se former en orbe, la défense circulaire classique. Ils se tenaient dos à dos, levaient leurs boucliers, maintenaient leurs lances. Mais ces îlots de discipline disparaissaient en quelques minutes. Des dizaines de Cimbres, parfois des centaines, marchaient contre eux. Et chaque ligne insulaire tombait sous la pression, comme un arbre fragile sous une tempête. Le plus lourd dans la finale d'Arosio ne résidait pas dans le nombre de morts, mais dans la manière exacte dont ils périssaient. Ce n'était pas une bataille au sens habituel, où il y a une ligne de front, des percées héroïques, des manœuvres tactiques. Ce fut une mort où la structure même de la guerre disparut. Tite Live écrivait que les Romains moururent sans gloire. Mais peut-être cette phrase nécessite-t-elle une réinterprétation. Leur mort ne fut pas déshonorante. Elle fut dénuée de sens. Et c'est précisément ce qui la rend terrible. Plus tard, lorsque les émissaires romains arrivèrent sur le lieu de la défaite, ils trouvèrent un champ couvert de corps si densément qu'il semblait que la terre avait disparu.
Les contemporains disaient que rien ne poussa sur ce champ pendant plusieurs années. Trop d'ossements, trop de sang avaient été absorbés par le sol. Une telle description peut être une hyperbole littéraire, mais elle contient une vérité. Arosio devint une blessure que Rome ne put oublier. Et alors qu'il semblait que l'histoire se terminait là, elle prend seulement un tournant brutal. Car de cette tragédie naîtra un nouveau général, un nouveau format d'armée et une nouvelle ère politique. L'ère de Caius Marius, l'homme qui allait devoir rassembler Rome à partir des débris. Comme un artisan habile assemble une mosaïque à partir de carreaux brisés. Mais avant que Marius ne brandisse l'épée, Rome devait survivre au choc. Un choc qui changea tout.